Eh bien, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir. Vous êtes en compagnie de Pierre de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna pour une nouvelle émission avec ce fabuleux livre que vous avez sous les yeux, The Most Dangerous Superstition de Larkon Rose. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir Sylvie, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que vous avez maintenant sur le chat, je viens de vous le poster, le lien suivant qui vous permet de télécharger version française, les 179 premières pages traduites. Vous voyez qu'on touche presque au but. Et c'est traduit donc sous forme d'un document PDF que vous pouvez télécharger. Bonsoir Annick, merci d'être là. Bonsoir César, ça fait plaisir de vous voir sur le chat et de vous voir dans cette émission. Et je vous montre comment se présente la version disponible en téléchargement avec un partage d'écran qui, je l'espère, va fonctionner comme prévu. Et donc, sur ce partage d'écran, vous allez d'un instant à l'autre voir la version PDF du livre. Donc, si tout va bien, je vérifie, vous l'avez actuellement à l'écran. Donc, je vais la faire défiler, cette version PDF. Et donc, vous voyez que en page 1 de ce PDF, vous avez la liste de toutes les vidéos que nous avons commises à cette heure. Et actuellement, nous sommes donc dans la 17e vidéo. Comme vous le voyez, ce tableau comporte plusieurs colonnes. La colonne numéro 1 donne le numéro de l'émission, la date de sa première diffusion, et puis le présent document vous donne la pagination correspondante à chaque émission. Pour ceux qui auront le PDF anglais, là je n'ai pas le lien, mais en tout cas, moi, il m'a été transmis de manière assez confidentielle. Eh bien, je vous donne la correspondance avec le PDF en anglais. Et puis, vous savez que ce livre s'architecture autour de 4 parties. Et donc, pour chaque émission, je vous donne la correspondance avec la partie du livre dans laquelle on se trouve. Et puis, dans la dernière colonne du tableau à droite, vous aviez le lien YouTube qui est cliquable à l'intérieur du PDF. Donc, si vous cliquez là, je ne vais pas le faire parce que ça va faire une perturbation, mais si je clique là-dessus, ça va me lancer YouTube exactement pour l'émission numéro 1. Dites-moi si mes explications vous paraissent claires. Et puis ensuite, je vais vous montrer donc comment naviguer à l'intérieur du document lui-même. Alors, vous voyez que dans la colonne des numéros d'émission, chaque chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, est souligné, ce qui indique qu'il y a un lien sous le chiffre. Alors, si je clique sur 1, je vais me rendre directement en navigation dans le document à l'émission numéro 1. Donc voilà, là, on se retrouve à l'émission du 20 juillet, vous voyez, avec la préparation du lecteur qui va avec. Alors, dites-moi si ces explications vous aident, parce que, en fait, ce document a été conçu pour pouvoir accéder facilement à tout son contenu sans avoir à faire des allers-retours d'une page sur l'autre. Et puis quand vous voulez revenir en fait à la liste des vidéos, tableau que vous venez de voir, il vous suffit de cliquer à droite d'émission numéro 1, 20 juillet 2023, sur la flèche surlignée en jaune, et là vous vous retrouvez à nouveau dans ce tableau, ce qui vous permet de faire des allers-retours. L'émission numéro 2, alors parfois ça démarre directement sur le premier paragraphe, mais il vous suffit de faire un peu défiler l'écran et vous retrouvez la petite flèche jaune qui vous permet de remonter au tableau et ainsi de suite. Vous voyez, là, je suis en train de parcourir les émissions les unes après les autres. Et donc, j'espère que vous allez trouver ça pratique et surtout utile. Donc, vous voyez, cette petite flèche jaune, c'est celle qui vous donne accès
au tableau des vidéos. Actuellement, on est à la 17e, donc vous voyez qu'aujourd'hui, on va bientôt aborder la défense sans autorité. Quelques précisions encore avant de commencer cette émission. Vous allez également trouver en page 2 de ce document le sommaire qui se répartit sur plusieurs pages. Vous les voyez, page 2, page 3, et puis page 4, vous avez le sommaire du livre, donc sur 3 pages, des pages 2, 3 et 4. À l'intérieur de ce sommaire, chacune des émissions est également cliquable. Si je clique sur émission numéro 1, j'obtiens le même résultat que ce que je viens de vous montrer dans le tableau précédent avec la colonne numéro. Eh bien, vous avez l'équivalent ici en cliquant dans le sommaire sur émission numéro 1. Hop, vous vous rendez directement à l'émission numéro 1. Pour revenir à ce tableau de sommaire, il vous faut repérer cette petite flèche, cette fois-ci sans surbrillance en jaune, et quand vous cliquez dessus, ça vous ramène au sommaire. Donc vous pouvez ainsi naviguer vers la vue d'ensemble, revenir au sommaire, naviguer sur identifier l'ennemi, revenir au sommaire, et ainsi de suite. Dans l'émission numéro 2, que voici ici, on aperçoit là, vous pouvez revenir au gouvernement n'existe pas, puis parcourir les ramifications de la superstition, et ainsi de suite. Donc mon but, c'est de vous montrer que ce document, il est navigable, donc en fait, un peu comme si vous naviguiez sur un site web, le mythe du consentement, voilà, et plus de mythologie, je pense que vous avez compris le principe. J'espère que ce document, ça vous donnera envie de le télécharger, parce qu'une fois que vous l'aurez sous la main, bien évidemment, vous pourrez plus facilement appliquer la lecture à haute voix que je vous mentionne à chaque émission, sauf si je l'ai zappé. Alors ça, vous avez actuellement sous les yeux le sommaire et la lecture à haute voix. L'aurais-je oublié? On est en train de chercher, non, elle est là. Donc vous voyez, cette lecture à haute voix, elle vous propose, dans le document écrit, eh bien, de prendre un passage d'une dizaine de lignes, de le lire d'abord des yeux, puis à haute voix, et de faire la différence entre la lecture à haute voix et la lecture des yeux, si vous êtes distrait ou non, si vous comprenez ou non, afin de bien vous rendre compte des différences s'il y en a. Dans la deuxième étape, on vous propose de reprendre encore cette lecture et puis de noter, après avoir fermé le livre ou les feuillets, les idées, les mots, les expressions employées. Ceux qui sont déjà là lors des précédentes émissions savent que je vous encourage à faire ça pendant la lecture dans le chat, de mettre en application l'étape 2, et puis la lecture ou l'écoute de cette émission terminée, de raconter ce passage à quelqu'un de votre entourage, et dans l'étape 4, de le discuter avec lui. Je vous rappelle que le protocole de la lecture haute voix se trouve en description de chacune des vidéos et également en commentaire épinglé. Alors dites-moi si ça vous a intéressé de voir ce document de manière plus encore précise que ce qu'on avait pu faire hier. Et pendant que je cherche un peu mes marques pour savoir comment vous remettre à nouveau la fenêtre du partage d'écran. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très intuitif quand on fait les choses la première fois. Alors là, il me propose d'arrêter l'écran, mais pas de vous le remettre. Alors si je retire cela, on va voir ce qui se passe. Supprimer de la diffusion. Eh ben non, pour l'instant, j'ai pas mon document. Alors je vais être obligé de nouveau, quoi, que j'ai plus ou moins tous vos pseudos maintenant en tête. Et dites-moi si vous avez pu télécharger le document dont je suis en train de vous faire la démonstration et que vous avez sous les yeux. Alors, le document, c'est toujours celui-ci dont il est question. Alors, normalement, il y a un lien plus direct. Alors, bonsoir à tous, mais où est Léna? Ça, elle est là où elle a envie d'être. Donc, voilà, je ne vais pas en dire plus. C'est une bonne idée de s'informer que par soi-même. Bonsoir Averall. Qui c'est que j'ai oublié? Annick, je t'ai vu, je crois, en temps et en heure. César, Dark Dawn, Down Dark, j'ai toujours un peu de mal avec ton pseudo, Side of the Moon, mais on y arrive à force de s'entraîner. Et puis Averall, Dalton, nos fidèles auditeurs et auditrices. Peut-être que Pascal, elle est déjà là aussi. Bonsoir Pascal. Et donc,
on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme j'étais en train de vous le montrer, on est à la 17e émission. Vous allez pouvoir faire l'expérience d'un petit passage que vous pourrez lire en même temps des yeux à l'écran, ce qui va peut-être vous aider finalement pour la restitution. On va faire cette expérience ce soir, la petite nouveauté du jour. Donc voilà, c'est relativement lisible, je trouve. Et donc, bienvenue pour ce rendez-vous du 24 août. Nous abordons, comme le montre le sommaire que je vais vous indiquer à nouveau, la défense sans autorité. Et comme vous le voyez, puisque l'émission numéro 17, elle est là, eh bien tout ça, ça rentre dans la partie 4 du livre qui s'appelle la vie, sans superstition. Donc la vie sans superstition et donc, sans plus tarder, la défense sans autorité. Ceux qui insistent sur la nécessité d'un gouvernement, qu'on appelle les étatistes, comme vous le savez, tout au long de l'ouvrage, soulèvent souvent la question de la défense et de la protection, affirmant qu'une société sans gouvernement signifierait que n'importe qui pourrait faire n'importe quoi, qu'il n'y aurait pas de normes de comportement, pas de règles, pas de conséquences pour ceux qui choisissent de commettre des vols ou des meurtres, et que la société s'effondrerait donc dans une violence et une pagaille constante. Ces inquiétudes reposent toutefois sur une profonde incompréhension de la nature humaine, de ce qu'est le gouvernement et de ce qu'il n'est pas. La défense contre les agresseurs ne nécessite aucune autorité particulière, aucune législation, aucune loi ni aucun agent chargé de faire respecter la loi. La force défensive est intrinsèquement justifiée, quel que soit l'auteur de l'acte et quelle que soit la loi. Et le fait de disposer d'un moyen formel et organisé de fournir une telle force défensive à une communauté ne nécessite pas non plus de gouvernement ou de loi. Chaque individu a le droit de se défendre ou de défendre quelqu'un d'autre. Il peut choisir d'engager quelqu'un d'autre pour fournir des services de défense, soit parce qu'il est physiquement incapable de se défendre, soit simplement parce qu'il préfère payer quelqu'un d'autre pour le faire. Et si un certain nombre de personnes choisissent de payer pour avoir une organisation de combattants entraînés, avec les armes, les véhicules, les bâtiments et les autres ressources dont ils ont besoin pour défendre une ville entière, ces personnes ont également ce droit. Fin, comme vous le voyez, des 2 premiers paragraphes. Alors notez les mots, les expressions employées. Alors ça devrait être plus facile puisque vous gardez, même si ce n'est pas tout à fait le jeu, mais dans la lecture à haute voix, comme vous avez pu le voir, on vous propose en fait de reprendre la lecture en écoutant votre voix, en vous familiarisant avec elle, en sentant le livre dans vos mains, puis en notant les idées, les mots, les expressions employées, mais a priori sans vous servir du document d'origine. Alors, comment est-ce que je peux bien réaccéder à ce document? Ça fait encore partie un peu des mystères de cette lecture, de ce partage d'écran. Alors, j'en ai vu d'autres parfois se battre un peu avec ce studio. Bien, ce soir, c'est mon tour. Arrêter l'écran. Alors, c'est pas ça que je veux faire, c'est remettre le partage. Alors, pendant ce temps-là, je vous laisse retrouver les mots, les expressions employées. Peut-être je vais finir par trouver comment on pourrait faire ça, à moins qu'il y ait quelque chose qui ne veuille pas être clair pour moi tout de suite. Alors, je vais devoir le ressortir, mais en tout cas, les mots, les expressions employées, alors évidemment, ça nous déconcentre un peu. On va tâcher de faire mieux pour la suite. Et donc, je vous repartage quelques instants l'écran de ces 2 premiers paragraphes. Alors, le partage d'écran, ça nécessite 5 opérations successives, ce qui fait que, pour l'instant, on aimerait bien avoir un raccourci. Donc, vous voyez, dans la défense sans autorité, on a encore employé une fois de plus, voilà un mot que vous pourriez poster dans le chat, le mot gouvernement. Je l'ai fait pour vous, mais vous pouvez également le faire de votre côté. On a vu que ça soulevait souvent la question de la défense et de la protection. Voilà une expression importante, question de la défense et de la protection. Ça va vous aider à mieux répondre aux objections que vous allez
probablement rencontrer lorsque vous partagerez le contenu de ce livre, à savoir que notre société serait en bien meilleur état sans gouvernement. Vous voyez que parmi ces objections, c'est que n'importe qui pourrait faire n'importe quoi. Voilà donc une autre expression employée. N'importe qui pourrait faire n'importe quoi. Vous voyez, ça revient à vous faire une sorte de résumé ou d'avoir un petit calepin à côté de vous pour tirer votre propre résumé du livre. N'importe qui pourrait faire n'importe quoi. Voilà l'expression. Alors n'hésitez pas à m'aider. N'importe qui pourrait faire n'importe quoi. Vous voyez, c'est vous qui choisissez les expressions qui vous intéressent. Et donc, ça, c'est dans le tout premier paragraphe. Je vous laisse compléter à votre envie. Dans le deuxième paragraphe, on voit que ça commence par l'expression « la défense contre les agresseurs ». Et parmi les autres expressions employées, vous notez comme moi qu'il y a la force défensive et que, en l'absence d'un gouvernement, eh bien, on pourrait lui substituer une organisation de la société civile, alors soit d'une personne, s'il en a les moyens, ou de plusieurs personnes qui s'organisent entre elles pour payer les services d'un tiers afin d'assurer leur protection. Voilà un petit peu le résumé que je peux vous faire du deuxième paragraphe. N'hésitez pas à compléter. Donc, Dawn, merci pour la simplification, ça t'ira très bien, génial, je note. D'autres commentaires pour l'instant? J'en vois pas d'autres. Merci pour vos salutations de début d'émission. Et donc, je vous remets le livre sur les yeux. Alors, bien sûr, je perds ce partage d'écran. Des fois que j'aurai une inspiration en cours de route, ça serait bien pour moi et pour vous. En attendant, je vous remontre le livre, qui est le livre qu'on est en train de lire, puis le sommaire de ce livre que voici, également présent dans le document que je vous ai partagé. Et donc, je vous rappelle qu'on est arrivé à cette émission, comme vous le voyez, numéro 17. Il y a de quoi en être fier, tant pour vous que pour moi. Alors, ne boudons pas notre plaisir. On est toujours dans la défense sans autorité. Troisième paragraphe. À ce stade, la plupart des adeptes du gouvernement protesteront en disant « Le gouvernement n'est rien d'autre que cela ». Mais ce n'est pas le cas. Et c'est là que la différence devient évidente. Ce qu'un individu n'a pas le droit de faire, ce qu'aucun groupe de personnes, quelle que soit son importance, n'a le droit de faire, c'est d'engager quelqu'un d'autre, individu ou groupe, pour faire quelque chose que tout individu moyen n'a pas le droit de faire. Ils ne peuvent pas légitimement engager quelqu'un pour commettre un vol, même s'ils l'appellent taxation, parce que l'individu moyen n'a pas le droit de voler. Ils ne peuvent pas légitimement engager quelqu'un pour espionner et contrôler de force les choix et les comportements de leurs voisins, même s'ils appellent cela de la réglementation. Les membres d'une société sans État se sentiraient justifiés d'engager quelqu'un pour faire usage de la force uniquement dans les cas très limités et dans les situations très limitées où chaque individu a le droit d'utiliser la force, c'est-à-dire pour se défendre contre des agresseurs. En revanche, la plupart des activités des soi-disant protecteurs du gouvernement consistent à commettre des actes d'agression et non à se défendre contre eux. Fin du troisième paragraphe. Alors pour l'instant, attention, rappel du sens de gouvernement, nous dit Averell Dalton, diriger, gouvernail et penser, mens, mental, un gouvernement sert à diriger notre pensée par définition. Merci pour ta réflexion. Alors maintenant, petit retour sur ce paragraphe. Je pense que vous auriez et vous pourriez toujours noter cette expression adepte du gouvernement, parce que je vous rappelle qu'un gouvernement, puisque l'analogie avec une religion a été largement développée, et en grande partie, c'est même plus qu'une religion, c'est une secte. Donc, le terme adepte du gouvernement convient très bien. Alors, désolé pour la faute d'orthographe. Et puis, on a parlé également de la protestation de ces adeptes qui voudraient nous faire croire qu'un gouvernement et une organisation citoyenne, c'est la même chose. Et donc, justement, ce n'est pas le cas. Alors, on a parlé également en tant qu'expression des membres d'une société sans État. Voilà, c'est sans doute
le plus gros changement de paradigme pour certains à accomplir. Et donc, on a parlé des soi-disant protecteurs du gouvernement, de ceux qui sont censés protéger leurs concitoyens, mais qui en fait, la plupart se servent de ce pouvoir pour voler, taxer et bien d'autres choses encore. Alors, parmi les expressions employées, il y avait également se défendre contre des agresseurs, hein, c'est la peur profonde de sans doute beaucoup de nos concitoyens. Donc, en l'absence de gouvernement, de se dire mais comment je vais pouvoir me défendre contre des agresseurs? Eh bien, c'est vrai que dans cette situation-là, nous aurions à prendre la responsabilité, si on ne se sent pas de le faire soi-même, de s'organiser à plusieurs. Il reste à définir la taille, ça peut être à 10, à 100, à 1000, pour embaucher les services de nos défenseurs. Alors, dites-moi si le son vous parvient bien, parce que là, j'ai des messages un petit peu embêtants du logiciel qui me dit vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, vérifiez votre connexion Internet. Mais par ailleurs, ma connexion marche très bien. Alors, faites-moi une petite confirmation, s'il vous plaît, du son, de façon à ce qu'on arrive à résoudre le problème. Je vais peut-être arrêter le partage qui peut-être prend des ressources. Alors, est-ce que je vous ai perdu? Je ne sais pas encore. Le message ne veut pas s'en aller. Merci. C'est bon. Eh bien, merci César. Nous voilà rassurés. Une partie de ce qui est aujourd'hui considéré comme le travail de la police, en fait, tout ce que la police fait et qui est en fait légitime, noble, juste et utile à la société, existerait sans le mythe de l'autorité. Les enquêtes sur les actes répréhensibles et l'arrestation des véritables criminels, c'est-à-dire les personnes qui nuisent à autrui et pas seulement celles qui désobéissent aux politiciens, se poursuivraient sans le mythe de l'autorité, comme quelque chose que presque tout le monde souhaiterait et serait prêt à payer. La preuve en est qu'il existe déjà des détectives privés et des sociétés de sécurité privées, en plus des services de protection du gouvernement que tout le monde est obligé de financer. Donc voilà, parmi les expressions de ce paragraphe, eh bien, il y a la question du travail de la police. Et puis, il y a la notion des enquêtes sur les actes répréhensibles. Donc, on voit qu'il y a un travail de réflexion intérieure pour découvrir qu'on pourrait tout à fait, en fait, remplacer chaque mission de notre gouvernement actuel sans en avoir les inconvénients, en s'organisant de manière civile et sans passer par un système dit politique en tant que tel. Paragraphe suivant, 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe. Donc, il n'y aurait qu'une seule différence si nous nous organisions en tant que citoyens de manière directe, bien qu'elle soit majeure, il n'y aurait qu'une seule différence. Ceux qui font le travail d'investigation et de protection, en l'absence de la superstition de l'autorité, seraient toujours considérés comme ayant exactement les mêmes droits que tout le monde, bien qu'ils soient probablement mieux équipés et mieux qualifiés que le citoyen moyen pour faire leur travail. Leurs actions seraient jugées selon les mêmes critères que les actions de n'importe qui d'autre, ce qui n'est pas du tout le cas de ceux que l'on appelle les forces de l'ordre. Les prestataires de protection privée jugeraient également leurs propres actions, non pas en fonction du fait qu'une autorité leur a dit de faire quelque chose, ou que leurs actions ont été jugées légales par le gouvernement, mais en fonction du fait que ces actions, selon leur propre point de vue, sont intrinsèquement justifiées. Non seulement l'excuse de suivre les ordres ne convaincrait pas le grand public, mais les agents eux-mêmes ne pourraient pas, même dans leur propre esprit, utiliser une telle excuse pour échapper à la responsabilité de leurs actes, car personne ne prétendrait être une autorité au-dessus d'eux. Fin de paragraphe. Eh bien, écoutez, merci, va savoir, de nous avoir
rejoints. On est pas loin d'une vingtaine, 19 à mon compteur à cette heure-ci. Ben, merci à toutes celles et ceux qui sont là, ça nous donne du courage, ça nous encourage et puis ça nous donne aussi de l'énergie à n'en pas douter. Et puis plutôt que de se plaindre toute notre vie de ce gouvernement, eh bien, je crois que cet ouvrage a le grand mérite de nous offrir une alternative qui consiste à reprendre la responsabilité de nos vies, donc à retrouver cette souveraineté dont nous parle entre autres cette fameuse personne qui s'appelle Alice sur la chaîne Pourquoi pas, et puis une autre dont le nom m'échappe, mais que vous connaissez certainement également. Alors, paragraphe suivant, toujours pour développer la défense sans autorité, eh bien, la police, placée entre guillemets non autoritaire, si on l'appelle ainsi, serait perçue très différemment des agents du gouvernement actuel. Ils ne seraient pas considérés comme ayant le droit de faire quoi que ce soit qu'une autre personne n'aurait pas le droit de faire. Ils ne pourraient se rendre dans des lieux, interroger des personnes, utiliser la force ou faire quoi que ce soit d'autre que dans des situations où n'importe qui d'autre serait justifié de faire la même chose. Par conséquent, le citoyen moyen n'aurait aucune raison de se sentir nerveux ou gêné en leur présence, comme la plupart des gens le font aujourd'hui en présence de responsables de l'application de la loi. Les gens ne se sentiraient pas plus obligés de se soumettre à des interrogatoires, à des fouilles, à toute autre chose demandée par des protecteurs privés qu'ils ne le feraient si un étranger dans la rue faisait de telles demandes. Et si un protecteur privé devenait abusif, voire violent, sa victime aurait le droit de réagir de la même manière que si n'importe qui d'autre se comportait de la sorte. Plus important encore, l'individu qui résisterait à l'agression d'un protecteur privé aurait le soutien de ses voisins s'il le faisait, parce que ses voisins n'imagineraient pas une obligation de s'incliner devant quelqu'un en raison d'un insigne ou d'une loi. Fin de ce paragraphe. Alors, pour celles et ceux, merci Guillaume d'être parmi nous, merci va savoir. Donc, on fait une jolie équipe, toujours aux alentours d'une vingtaine de personnes. Et je vous remets le livre sous les yeux pour nous aider à cette synthèse, puisque maintenant, on a la possibilité de partager l'écran. Alors, il nous manque juste un petit truc. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont la connaissance du logiciel StreamYard. Je n'ai pas trouvé le raccourci pour enlever ou remettre le partage d'écran. Il doit bien y avoir un truc, mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, donc vous avez à nouveau sous les yeux le paragraphe qui s'appelle « La défense sans autorité » et nous sommes arrivés au paragraphe, alors ça c'est le thème, nous sommes arrivés au paragraphe qui s'appelle « La police non autoritaire ». Alors voilà une expression à noter pour ce paragraphe. Hein, si vous aviez le document par hasard imprimé chez vous grâce au PDF que j'ai mis à votre disposition, vous pourriez également souligner certaines expressions, donc comme police non autoritaire, et me dire ce que vous souligneriez si vous aviez ce texte version écrite en postant les expressions dans le chat. Alors il y a tout ce que pourrait pas faire cette police non autoritaire. Vous voyez que ça fait une large différence avec la police actuelle, qui est une police autoritaire. On note l'expression dans ce paragraphe de responsable de l'application de la loi. Et on voit également l'expression protecteur privé. Qu'est-ce qui se passerait s'il devenait abusif? Et puis le paragraphe se termine, comme vous le voyez sur votre écran, par le mot insigne ou loi, qui désigne donc la police, désignée par un gouvernement avec tous les inconvénients qu'on a vus en termes d'autoritarisme, puisque le paragraphe dans lequel nous sommes vous parle, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, d'une défense sans autorité. Alors, paragraphe suivant, le meilleur moyen d'éviter qu'une organisation de défense ne devienne corrompue ou incontrôlable est que les clients puissent tout simplement cesser de payer. Il est évident que personne ne veut payer pour qu'un gang l'opprime, mais la plupart des gens ne veulent pas non plus payer un gang pour qu'il opprime quelqu'un d'autre. Si le citoyen moyen souhaite que les voleurs et les meurtriers soient arrêtés, il tient également à ce que les innocents ne soient pas lésés. Si les clients d'une société de protection privée découvraient que leurs protecteurs harcèlent et agressent des innocents, le type de comportement qu'ils sont chargés d'empêcher,
la clientèle disparaîtrait instantanément et les voyous feraient faillite. Et si, en l'absence de toute autorité revendiquée, les voyous décidaient d'essayer de forcer leurs anciens clients à continuer à payer, la réaction de la population serait rapide et sévère, car personne ne se sentirait obligé légalement de se laisser opprimer. Fin pour ce paragraphe. Alors merci évidemment pour vos commentaires, Dawn. Et bientôt, si l'on ne pense pas comme notre empereur, on sera considéré comme des dangereux terroristes. Tout à fait. Bah, si on veut éviter cette fâcheuse direction, eh bien, vous savez à quel point cette réflexion que nous menons ensemble est importante. Évidemment, on a, et c'est la moindre des choses, toujours le droit de ne pas être d'accord avec ce qui est écrit dans ce livre, mais ne pas être d'accord, ça n'est guère constructif si on n'a rien de mieux à proposer. Ça, je pense que chacun d'entre nous s'en est bien rendu compte. Donc, on a vu principalement dans le dernier paragraphe que le meilleur moyen d'éviter qu'une organisation de défense ne devienne corrompue ou incontrôlable est que ses clients, vous, moi, puissent tout simplement cesser de payer. Paragraphe suivant. Alors, un système de protection non autoritaire, notez bien cet adjectif non autoritaire, serait également dépourvu d'un autre aspect particulièrement ridicule de la quasi-totalité des formes de défense gouvernementale. Il est courant non seulement pour les gouvernements de forcer les gens à financer des programmes de défense, mais aussi de refuser de dire aux gens ce qu'ils financent. Est-ce que vous savez vraiment, les amis, tout ce que vous financez par vos impôts directs et indirects? Moi, je n'en sais pas grand-chose, à vrai dire. Le gouvernement américain, et en particulier la CIA, bien que de nombreuses autres agences soient également engagées dans des opérations secrètes, a dépensé des décennies et des milliards de dollars, dont une grande partie n'a toujours pas été comptabilisée, pour des opérations dont ses clients, le peuple américain, n'ont pas le droit de connaître l'existence. Est-ce que ça ne vous choque pas, ça? En effet, quiconque tenterait d'informer le peuple américain de ce qu'il finance serait emprisonné ou pire pour avoir porté atteinte à la sécurité nationale. Ce mot passe partout. Avec un pouvoir quasi, alors merci de positionner, Daon, en disant bien sûr que non, avec un pouvoir quasi illimité, des fonds quasi illimités et la permission de faire toutes ces actions en secret, il est totalement absurde d'imaginer que l'armée et la CIA ne feraient que des choses utiles et justes. En effet, le peuple américain apprend de plus en plus que la CIA s'est livrée pendant des décennies au trafic de drogue et d'armes, à la torture, à l'assassinat, à l'achat d'influence auprès de gouverneurs étrangers, à l'installation de dictateurs fantoches et à toutes sortes d'autres pratiques destructrices et maléfiques. Même le président Harry Truman, qui a créé la CIA, a déclaré plus tard qu'il ne l'aurait jamais fait s'il avait su qu'elle deviendrait la Gestapo américaine. Toute entreprise privée proposant des services de protection ou de défense n'obtiendrait aucun client si son argumentaire était le suivant. Écoutez bien, j'ouvre les guillemets. Si vous nous donnez d'énormes sommes d'argent, nous vous protégerons. Si vous nous donnez d'énormes sommes d'argent, nous vous protégerons, mais nous ne vous dirons pas pourquoi vous payez et nous ne vous dirons pas ce que nous faisons ni comment nous le faisons. La seule raison pour laquelle le gouvernement reçoit des fonds sur la base d'une prémisse aussi ridicule est qu'il obtient son argent par la coercition violente et non pas par le commerce volontaire. Les citoyens n'ont pas le choix de le financer ou non. Alors, je pense que dans ce paragraphe, vous avez bien noté qu'on a pas mal parlé, entre autres choses, même si ce n'est pas sous notre gouvernement, de la CIA, mais on a très certainement l'équivalent dans nos services secrets français. On a parlé également de Harry Truman, hein, qui a dit finalement avoir regretté cette création de la CIA avec une expression forte, puisqu'il a employé le terme de Gestapo américaine. Ça n'est pas rien, la Gestapo américaine. Chacun saura maintenant ce qu'est la CIA, en tout cas pendant qu'on a encore un certain droit d'expression. On verra ce qu'il en sera dans les jours qui viendront.
Et puis, c'était un assez long, paragraphe, mais je pense que vous en avez, capté un certain nombre de choses. N'hésitez pas à me compléter sur le chat. Ça tient toujours la proposition de poster les mots et les expressions employées. Alors si je vous trouve la possibilité de vous afficher évidemment mon PDF en même temps que je vous le partage, ça sera avec grand plaisir puisque j'ai toujours activé mon partage d'écran, mais je ne sais pas comment précisément le ramener à l'écran. Alors, je fais une petite chose. Non, ça ne change rien. Je poursuis donc. Il existe un autre aspect absurde de la protection par le gouvernement qui ne se produirait jamais avec des fournisseurs privés de défense et de protection. Sous le couvert du contrôle des armes et d'autres lois sur les armes, les régimes autoritaires empêchent souvent par la force la population de se défendre, tout en affirmant de manière ridicule qu'ils le font pour la sécurité de ceux-là même qui sont désarmés. Notez tous ces paradoxes. Les détenteurs du pouvoir savent parfaitement qu'une population désarmée est une population sans défense. Et c'est précisément ce que veulent les tyrans. L'idée qu'une personne qui ne voit pas d'inconvénient à violer les lois contre le vol ou le meurtre puisse en avoir à violer les lois sur les armes est absurde. Les statistiques de la criminalité et le bon sens démontrent que l'adoption d'une loi contre la possession d'armes privées n'affectera que les respectueux de la loi, avec pour résultat que les gens fondamentalement bons se retrouveront moins en mesure de se défendre contre les agresseurs. Et c'est exactement ce que veulent les politiciens, car ils disposent de la plus grande et de la plus puissante bande d'agresseurs qui soit. Il va sans dire que si quelqu'un cherche à se protéger contre des agresseurs, il ne paiera pas volontairement une entreprise pour qu'elle lui retire de force ses propres moyens d'autodéfense. Est-ce que vous mesurez toute la puissance, les amis, et la pertinence de ce paragraphe absolument incroyable dans la densité de tout ce qui est exprimé, de sens qui s'y trouve. Alors bonsoir à toi, Tatiana, merci de nous avoir rejoints, ça fait plaisir de vous voir parmi nous les uns et les autres à chaque émission et surtout par votre présence, vous donnez beaucoup d'espoir à chacun d'entre nous et vous savez que tout être humain, aussi adulte et aussi âgé qu'il soit, aura tout au long de sa vie besoin, comme les enfants au final, besoin d'encouragement. Alors, apprenons à nous encourager les uns les autres et je pense qu'on pourra comme ça s'accorder un service mutuel gratuit. Et c'est bien la moindre des choses. Alors, remarque de César un peu plus haut, c'est tellement injuste de voir que l'État, contrairement à ce qu'il préconise, favorise les riches et les Google Amazon au détriment du simple petit con. Alors, c'est pas gentil pour toi-même si tu te mets dans le champ des petits cons, mais enfin, on comprend bien ce que tu veux nous partager. Merci à toi. Et puis, alors, j'ai perdu un peu le fil, mais oui, et d'amour. Merci en tout cas pour votre participation sur le chat. Alors, je continue à zioter de droite et de gauche pour voir si par hasard je pourrais trouver la combine qui permet de remettre le texte à l'écran, mais pour l'instant rien n'y fait. Il va falloir que je lâche prise, comme vous le savez, hein. Quand on n'arrive pas à quelque chose, c'est souvent qu'il faut tout simplement lâcher prise. Alors je crois que j'ai fini par le trouver, ça serait peut-être ça, attendez, voilà. Voilà, bah écoutez, vous voyez, c'est au moment où je parle de lâcher prise que je trouve la solution. Ça y est, j'ai trouvé comment que ça marche. Alors, il y a au moins un heureux, je sais pas vous, mais moi, je suis content. Alors, page 135, c'est là que nous en sommes, et on arrive au paragraphe. En outre, les affrontements violents entre la police et les civils seraient évidemment réduits ou inexistants si les citoyens pouvaient simplement cesser de financer les protecteurs qui deviennent des agresseurs. Par exemple, une grande partie des tensions raciales et de la violence dans l'histoire des États-Unis était le résultat de l'oppression et de l'abus des civils noirs par les responsables de l'application de la loi blanc. Plutôt que de jouer un rôle civilisateur, la loi a servi d'excuse à une agression violente. S'ils avaient eu le choix, les habitants d'un quartier noir n'auraient évidemment pas payé volontairement pour que des voyous blancs racistes et sadiques les intimident et les agressent régulièrement.
De nombreux autres affrontements violents aux États-Unis et ailleurs ont également été le fait de personnes mécontentes de ce que leur classe dirigeante leur faisait subir. Il s'agit notamment du massacre de milliers de manifestants sur la place Tiananmen par l'armée chinoise en 1989, de l'assassinat de plusieurs manifestants anti-guerre par la garde nationale à Kent State dans l'Ohio en 1970, etc. De plus en plus souvent aux États-Unis, les manifestations publiques et les protestations contre les politiques du gouvernement se terminent par des attaques autoritaires contre les manifestants à l'aide de gaz lacrymogènes, de matraques, de tasers, de balles en caoutchouc, etc. Il est évident qu'aucun groupe de personnes n'accepterait de payer pour un gang qui empêcherait par la force ces mêmes personnes de s'exprimer. Plus important encore, la motivation de ces manifestations est presque toujours le mécontentement à l'égard de ce que les représentants du gouvernement font contre la volonté du peuple, du moins d'une partie du peuple. Si chacun était autorisé à dépenser son propre argent, au lieu d'être contraint de financer un programme centralisé et autoritaire, la plupart des manifestations de ce type et les affrontements qui en résultent n'auraient aucune raison d'avoir lieu. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce paragraphe? Vous voyez que vous l'avez maintenant sous les yeux, ça devrait vous faciliter la tâche. Et maintenant, je vais pouvoir naviguer. Ça n'a pas été sans mal, mais ça y est, on y arrive. Donc, vous voyez, ce paragraphe commence par les affrontements violents entre la police et les civils seraient évidemment réduits ou inexistants si nous, simples citoyens, pouvions simplement cesser de financer les protecteurs qui deviennent des agresseurs. On les finance par l'intermédiaire des taxes que nous vole en fait ce gouvernement qui est le nôtre. Et puis, vous verrez qu'en fait, ces affrontements n'auraient plus aucune raison d'avoir lieu si on avait le droit de se défendre en réalité comme on l'entend. Et puis, vous avez l'exemple qui est cité dans le texte de l'agression des Noirs par cette police blanche à une certaine phase de l'histoire des États-Unis. Dites-moi si vous voulez en retenir d'autres aspects. Alors, Prigojine abattu et BFM à l'affût du coupable, vous l'avez deviné, c'est toujours le même. Donc là, je n'ai pas tout à fait l'information. Je vais m'enquérir après du bulletin et de Mater, je fais une parenthèse, de Xavier Moreau, que vous aurez certainement en fin de soirée ou début de matinée demain sur cette même chaîne. Alors, Prigojine abattu et BFM à l'affût. Alors, merci de l'information qui est pour ma part à vérifier. Comme d'habitude, vous l'avez deviné, c'est toujours le même. Merci pour l'info. Donc, alors, les plaisanteries sont les bienvenues. Je veux bien lâcher prise, je suis sous emprise, je ne peux donc la lâcher. Ah, merci pour ce petit moment de sourire. Et donc, nous arrivons au passage suivant. Un protecteur non autoritaire ne ferait que des choses que lui et ses clients considèrent comme justifiables, ce qui serait probablement énoncé sous forme de contrat dans lequel le protecteur accepterait de fournir des services spécifiques pour une rémunération spécifique. Comparez cela à la version gouvernementale standard de la protection. Ouvrez les guillemets. Nous prendrons par la force autant d'argent que nous voulons et nous déciderons de ce que nous ferons pour vous le cas échéant. La plupart des gens veulent que les agresseurs soient arrêtés et que les innocents soient protégés. Dans un marché libre, le succès d'une entreprise consiste à donner aux clients ce qu'ils veulent. Contrairement au gouvernement, si une société de défense privée devait compter sur des clients consentants, elle serait fortement incitée à ne pas être négligente, gaspilleuse, abusive ou corrompue. Si les gens pouvaient s'adresser à d'autres entreprises, il y aurait toujours une concurrence pour savoir qui peut rendre la justice la plus efficace. Pour qu'une société de protection privée réussisse, elle devrait démontrer à ses clients que, premièrement, elle est très douée pour déterminer qui est coupable et qui ne l'est pas. Deuxièmement, qu'elle est très douée pour s'assurer que les innocents ne sont pas harcelés, agressés ou calomniés. Troisièmement, qu'elle est très douée pour s'assurer que les personnes vraiment dangereuses sont attrapées et empêchées de nuire davantage.
Quatrièmement, elle permet de s'assurer que les victimes de crimes sont dédommagées dans la mesure du possible. Et cinquièmement, elle permet de faire en sorte que les personnes qui ont commis des actes répréhensibles, mais qui n'ont pas besoin d'être complètement retirées de la société, soient placées dans un environnement où leur attitude et leur comportement peuvent réellement s'améliorer. En revanche, les procureurs gouvernementaux se spécialisent dans la diabolisation de l'accusé et ont toujours intérêt à obtenir des condamnations ou des aveux forcés connus sous le nom de plaid bargain, plaider coupable, PLA, il me semble qu'il manque une lettre, indépendamment de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. Les tribunaux gouvernementaux libèrent constamment des personnes qui représentent toujours un danger évident pour les autres, tout en gardant enfermées des millions de personnes qui n'ont fait de mal à personne. Le système carcéral gouvernemental, en raison de la manière dont les prisonniers sont dégradés, maltraités et agressés par les gardiens et les autres détenus, transforme des personnes frustrées et en colère en personnes encore plus frustrées et en colère, on mesure toutes les limites des prisons, transformant des innocents en criminels et des criminels en criminels encore plus dangereux. Et le peuple américain est contraint de financer ce système destructeur, qu'il le veuille ou non. Fin de ce long paragraphe, bien copieux. Alors, notez les mots, les expressions employées. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce paragraphe qui met l'accent sur des arguments au nombre de 5, plaidant évidemment pour une société privée qui serait motivée de bien faire son travail par le fait que ce serait effectivement vous et moi, nous, qui la financerions avec un mandat bien précis. Et si vous comparez ça aux résultats obtenus dans la version gouvernementale, je pense que, comme on dit, il n'y a pas photo. Alors, je laisse les dialogues qui veulent se faire à propos d'autres sujets sur le chat et je publie volontiers tous ceux qui ont lieu concernant notre lecture. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce paragraphe? Là, il y a des expressions, je trouve intéressantes, hein, comme procureurs gouvernementaux. La question de la justice plutôt américaine, pour le coup, avec ces aveux forcés qu'on appelle le plaider coupable. On a parlé de tribunaux gouvernementaux. On a surtout parlé des effets négatifs des prisons, du système carcéral gouvernemental et évidemment de ses conséquences, hein, qui est dans l'ensemble d'amplifier cela même qu'il prétend annuler ou améliorer, quoi. C'est-à-dire, si vous êtes un dangereux criminel en rentrant, vous serez vraisemblablement un encore plus dangereux criminel en sortant. Alors, je vous remets sous les yeux le sommaire. On est toujours dans la défense sans autorité et j'aborde le paragraphe suivant. Un autre point important est que, dans le cas d'une société de protection privée, si un protecteur devient abusif, la réputation et la carrière de tous les autres protecteurs dépendent de la dénonciation et de l'élimination du voyou. En revanche, il est désormais universellement admis que les forces de police gouvernementales protègent d'abord et avant tout les leurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les forces de police gouvernementales protègent d'abord et avant tout les leurs. Il ne faut pas oublier que les leurs, ce sont avant tout leurs collègues de travail et que dans l'ensemble, qu'on soit de la police ou d'un autre groupe, on a tendance à défendre ses collègues. Ça paraît assez naturel. Lorsqu'un policier est pris en flagrant délit de corruption, d'illégalité et de violence, presque tous, sans exception, tous les autres policiers contribuent à le couvrir ou à le défendre. Est-ce que ça vous paraît la réalité que nous vivons, les amis? Il fonctionne sur la base d'une mentalité de gang, car les personnes qui sont obligées de payer leur salaire ne sont pas celles à qui ils doivent rendre des comptes. Comme la plupart des fonctionnaires, ils rendent des comptes aux politiciens et considèrent le grand public comme du bétail et non comme des clients. En revanche, le grand public considère des défenseurs privés comme ses amis, ses alliés, ses employés et plus important encore, comme ses égaux. Ils ne les considèrent pas comme une autorité devant laquelle ils doivent se prosterner, ni comme une menace potentielle constante à craindre. Tout le monde, y compris le protecteur engagé, reconnaîtrait que le protecteur n'a pas plus de droits que n'importe qui d'autre.
Tout le monde saurait que si un protecteur engagé, notez bien l'expression, un protecteur engagé commettait un vol, une agression ou un meurtre, il serait considéré et traité exactement comme n'importe quel autre voyou. Est-ce que ce paragraphe vous parle, les amis, hein, de ce traitement radicalement différent selon que cette police, c'est nous qui la payons directement, ou si nous déléguons aux politiciens le soin d'organiser cette police et de la payer eux-mêmes avec notre argent. On est toujours dans l'éducation, dans la défense sans autorité. Un véritable protecteur qui défend la liberté et la propriété n'a pas besoin de croire en l'autorité, mais il exige au contraire l'absence de cette croyance. Celui qui s'imagine avoir le droit de contrôler par la force tous les autres, même si ce n'est que de manière limitée, traitera les gens en conséquence. Le responsable de l'application de la loi, qui distribue des contraventions pour d'obscures infractions, qui détient et interroge des personnes sans motif valable et qui semble toujours chercher une raison de s'immiscer dans la vie quotidienne des gens, n'est pas un protecteur et ne mérite ni respect ni coopération. Un protecteur non autoritaire, en revanche, ne serait rien d'autre qu'un être humain normal, jouissant des mêmes droits que les autres, mais peut-être plus souvent armé et mieux entraîné au combat physique que la plupart des gens. Il serait considéré comme le voisin à appeler en cas de problème, plutôt que comme l'agent d'une bande de voyous qui, comme avant tout, sert la classe dirigeante. Prenez l'exemple, pour ceux qui ont fréquenté un jour ou l'autre les boîtes, des videurs embauchés par les boîtes pour faire la police en interne. Alors après, je n'ai pas une expérience suffisante pour vous dire si ça marche bien, mais enfin, a priori, il faut croire que ça fonctionne. Et le travail de protecteur, en l'absence de toute autorité, de tout pouvoir ou de tout statut particulier, attirerait principalement ceux qui veulent vraiment protéger les innocents, mais pas ceux qui veulent simplement avoir la possibilité d'exercer un pouvoir et un contrôle sur les autres, un défaut humain que le travail des forces de l'ordre modernes alimente. Cela ne veut pas dire que les protecteurs privés ne feraient jamais rien de mal. Ils resteraient des êtres humains, capables de mauvais jugements, de négligence et même d'intentions malveillantes comme tout le monde. Cependant, ils n'auraient pas la permission légale de faire le mal et n'auraient aucun système, aucune loi, aucune autorité qu'ils pourraient blâmer pour leurs actions et derrière laquelle ils pourraient se cacher pour éviter la colère de leurs victimes. Si jamais ils agissaient comme des agresseurs, la rétribution contre eux serait certaine et rapide. Dans une population qui a abandonné la superstition de l'autorité, tout groupe de protecteurs qui déciderait de devenir un groupe d'extorqueurs, de voyous et de tyrans ne ferait pas l'objet d'un vote, d'un procès ou d'une plainte auprès d'une quelconque autorité. Il serait abattu. La seule chose qui permette l'oppression prolongée et généralisée d'une population armée est la croyance en l'autorité chez les victimes de l'oppression. Sans cela, il est impossible de les soumettre ou de les dominer longtemps. Écoutez, les amis, j'ai bien l'impression que vous et moi, nous aurons souvent besoin de ce paragraphe, un paragraphe qui remet bien, comme on le dit, les pendules à l'heure. Alors, j'espère que vous n'allez pas hésiter à le télécharger. Et puis, comme c'est du PDF, vous pourrez faire des sélections à l'intérieur de ce document et puis peut-être en faire des posts, que sais-je. C'est important d'aider nos concitoyens à réfléchir à toutes ces limites que nous rencontrons dans ces forces qui seraient censément des forces de l'ordre et que certains prennent un malin plaisir à renommer en force de désordre. Voilà, et pour tous ceux qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'ils ont eu largement l'occasion de voir à quel point ces forces de l'ordre étaient des forces du désordre et en fait étaient ni plus ni moins que des forces politiques et non pas des forces de protection des citoyens. Je suis désolé pour ceux qui pourraient mal recevoir ces propos, mais il faut quand même de temps en temps, ou même souvent, regarder la réalité en face. Je vous renvoie au nombre de blessés dans cet épisode Gilets jaunes, dont on trouve une version romancée, je ne sais pas comment il faut l'appeler, dans le livre de David Dufresne, je vous encourage évidemment à lire, qui s'appelle Dernière sommation. Alors évidemment, on en a fait la lecture à l'écran comme ce soir avec cet autre livre,
mais j'ai l'impression que il ne doit pas en rester grand-chose puisque nos chaînes YouTube n'ont pas eu l'heure de plaire à YouTube et donc ont été fermées depuis pour des motifs, vous le supposez bien, soit politiques, soit sanitaires. Alors, ce qui fait qu'on est conduit, si on veut continuer à s'exprimer sur YouTube, ce qui est peut-être une erreur, hein, on peut toujours en discuter, mais en tout cas, pour l'instant, c'est la modalité que nous utilisons. Eh bien, on est conduit, vous l'avez bien compris, à s'auto-censurer. Il faut bien en être conscient. Donc voilà, on est dans un chantage, évidemment, hein, d'accès aux services sous réserve de plaire à l'autorité. Alors, on voit que, et on verra bien en quoi ça va changer les nouvelles mesures qu'on nous promet pour le 25 août, c'est-à-dire dès demain. On aborde un nouveau thème qui s'appelle les mesures de dissuasion et d'incitation. Mesures de dissuasion et d'incitation. En tout cas, je ne sais pas si ça changera quelque chose à nos lectures demain, mais on pourra dire qu'on en aura bien profité. Il nous restera malgré tout 3 émissions éminemment importantes pour la semaine prochaine, mais on ne peut aller qu'au rythme qui est le nôtre. Alors, on va continuer et puis on va garder confiance dans nos capacités de partager. Alors, Dawn nous dit qu'Elon Musk a porté plainte contre Soros, qui ce dernier aurait diffamé que X, anciennement Twitter, diffuserait des propos haineux. En tout cas, une bonne chose. Je ne sais pas si c'est voilà, je ne sais pas qui va sortir gagnant de cette affaire, mais en tout cas, on ne peut que se réjouir qu'il y ait comme un semblant d'ordre pour l'instant, sans pour autant idéaliser Monsieur Elon Musk. Vous l'avez bien compris, pas plus que quiconque d'ailleurs. Alors, nous abordons donc, comme vous le voyez à l'écran, les mesures de dissuasion et d'incitation. Et parallèlement, voilà comment ça se présente dans le texte. Vous voyez, vous l'avez sous les yeux. Certains supposent que sans le gouvernement, les escrocs seraient libres de faire ce qu'ils veulent sans aucune répercussion. Encore une fois, cela démontre une profonde incompréhension de la nature humaine et de ce qu'est le gouvernement. En vérité, la croyance en l'autorité n'ajoute rien à l'efficacité de tout système de défense et de protection. Alors, résumons ensemble ce court paragraphe de 4 lignes. Vous y voyez comme moi le mot gouvernement répété 2 fois, le mot autorité, et vous voyez que ça démarre par une supposition, à savoir que sans le gouvernement, soi-disant, les escrocs seraient libres de faire ce qu'ils veulent sans aucune répercussion. Autrement dit, cet argument est celui de ceux qui précisément n'ont aucun argument à fournir. Encore une fois, je relis, mais cela démontre une profonde incompréhension de la nature humaine de ce qu'est le gouvernement. En vérité, la croyance en l'autorité, il faut bien le comprendre, j'espère que vous le comprenez, n'ajoute rien à l'efficacité de tout système de défense et de protection. Alors passons au paragraphe suivant. Les personnes qui ont recours à l'agression contre d'autres personnes, comme l'agression, le vol et le meurtre, ne sont manifestement pas limitées par leur propre moralité ou par le respect de la propriété de leurs victimes. Cependant, ils peuvent choisir de ne pas commettre un crime particulier s'ils imaginent qu'ils risquent de se faire du mal. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Notez bien ce mot. Par définition, les mesures de dissuasion ne font pas appel à la conscience de l'agresseur, mais à son instinct de conservation. Vous voyez bien ces distinctions très importantes, hein. La conscience de l'agresseur, c'est une chose, mais son instinct de conservation, c'en est une autre. Et ce qui va en fait mobiliser l'une ou l'autre, c'est les mesures de dissuasion. Alors maintenant, vous comprenez que les mesures de dissuasion sont en rapport avec l'instinct de conservation. En d'autres termes, le message qui fonctionne sur les vrais criminels n'est pas « ne fais pas ça parce que c'est mal ». Ça n'est pas ça le vrai message qui fonctionne. Le message est « ne fais pas ça ou tu seras blessé ». Dites-moi si vous comprenez cette distinction essentielle qui s'appelle la force de dissuasion. L'efficacité de la dissuasion n'est pas fonction, c'est important à comprendre, de la justesse morale ou de l'autorité supposée de la menace à l'égard de l'agresseur potentiel. Qu'il s'agisse d'un policier, d'un chien, d'un propriétaire en colère ou même d'un autre voleur, la seule question qui se pose à l'attaquant est de savoir s'il risque de souffrir ou de mourir s'il tente de voler ou d'attaquer quelqu'un. Est-ce que tout ça vous paraît compréhensible, les amis ?
Donc, dans les expressions qu'il faut bien noter, dans ce deuxième paragraphe, dans le thème mesures de dissuasion et d'incitation, il faut bien comprendre le principe justement de la dissuasion qui ne s'adresse pas à la conscience morale de l'individu, mais qui s'adresse à son instinct de conservation. Est-ce que ça vous paraît un résumé? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Et puis le message essentiel, c'est qu'il faut arrêter de vouloir empêcher ceux qui ont à cœur de commettre le mal par des consignes telles que ne fais pas ça parce que c'est mal. Vous savez très bien que la plupart des meurtriers et autres délinquants ne sont guère accessibles à la morale. Il faut utiliser la dissuasion et le message devient donc tout autre. Le message, c'est ne fais pas ça ou tu seras blessé. Est-ce que vous comprenez que vous avez maintenant un meilleur répertoire pour vous aider vous-même à faire passer le message? Et donc, il faut en synthétiser de ce deuxième paragraphe que l'efficacité de la dissuasion n'est pas fonction de la justesse morale ou de l'autorité supposée de la menace à l'égard de l'agresseur potentiel. J'espère que tout ça vous aide. Alors, troisième paragraphe dans le thème mesures de dissuasion et d'incitation. Les mesures dissuasives contre d'autres types de mauvais comportements qui ne sont pas aussi graves ou flagrants que le vol ou l'agression ne requièrent pas non plus d'autorité. Certains affirment que sans les inspecteurs et les régulateurs gouvernementaux, toutes les entreprises fabriqueraient des produits de mauvaise qualité et dangereux. Mais cette affirmation repose une fois de plus sur une profonde incompréhension de la nature humaine et de l'économie. Quelle que soit la cupidité ou l'égoïsme d'un homme d'affaires, il ne peut réussir à long terme s'il vend des produits qui ne plaisent pas à ses clients. Quelqu'un qui vend sciemment un produit défectueux ou des aliments avariés n'aura que peu de clients, voire aucun. Est-ce que ça vous parle? Les nombreux rappels très coûteux que de nombreuses entreprises effectuent volontairement, même pour des défauts ou des problèmes relativement insignifiants, attestent de ce fait. Contrairement à la situation actuelle dans laquelle le pouvoir du gouvernement est utilisé pour soutenir et protéger des entreprises irresponsables et destructrices dans un marché véritablement libre, avec des consommateurs informés et une concurrence ouverte, la corruption et le crime ne paieraient pas et les entreprises seraient incapables de s'isoler des conséquences de leur irresponsabilité. Voilà, donc vous avez ce paragraphe entier sous les yeux, troisième paragraphe du thème mesures de dissuasion et d'incitation. Qu'avez-vous envie d'en retenir? Alors, on n'est pas à l'école, j'en conviens volontiers, mais mon but n'est pas, vous vous en doutez, de vous infantiliser, mais de m'aider et de vous aider à retenir davantage de ce livre en faisant régulièrement des synthèses de façon à ne pas vous retrouver au terme de l'émission en vous disant bon, c'était très intéressant, mais au fait, qu'est-ce qu'on a dit? Je me souviens plus de grand-chose. Donc là, il faut que nous fassions la preuve de notre capacité les uns et les autres de restitution si on veut, ce qui est le but de ces émissions, que ça sorte de notre précaré, parce que vous savez bien que c'est la question que se posent tous ceux qu'on appelle à tort ou à raison des lanceurs d'alerte, en tout cas ceux qui aspirent à un changement radical dans nos sociétés, eh bien, c'est de comment faire. Il faut évidemment pouvoir partager ce que nous avons à cœur d'apprendre ensemble au plus grand nombre. Et ça, chacun, vous le comprenez, doit faire sa part si on ne veut pas attendre plusieurs vies avant que quelque chose ne change. Donc, dans ce troisième paragraphe, il est question de mesures dissuasives, de mauvais comportements qui sont certes parfois moins flagrants que le vol ou l'agression. Et eh bien, on voit que ces mesures dissuasives, puisque là, on a abordé une autre manière de se protéger qui s'adresse à l'instinct de conservation des uns et des autres, eh bien, cette dissuasion, pas plus que des sociétés privées de protection et de défense des individus, ne requiert d'autorité. C'est ce qu'il faut, entre autres choses, retenir de ce paragraphe. Et puis après, il y a la question des entreprises. Est-ce que les entreprises, par appât du gain, ne deviendraient pas délinquantes s'il n'y avait pas de gouvernement pour édicter un certain nombre de lois? Donc voilà où on en était de cette page 137 et début de page 138.
Alors, est-ce que... Oui, c'est ça. Début de page 138. Il faut donc tourner la page pour y parvenir. Alors, paragraphe suivant. Dites-moi si vous êtes toujours avec nous dans la lecture de ce livre, parce que c'est important, évidemment, vous le comprenez, que nous restions centrés. Donc, il faut trouver le bon équilibre. La rentrée avec Eris et sa pomme d'or, je vous parle de nouveaux narratifs sanitaires qui essaient tant bien que mal de nous faire bouffer. Alors, merci Dawn pour tes informations. Je vous invite tout de même à rester bien centré sur le livre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Alors, je vous montre le contenu du paragraphe suivant. Les inspecteurs et les régulateurs gouvernementaux sont motivés par la nécessité d'imposer des amendes, notez bien ça, et d'appliquer les lois et les règlements, qu'ils soient logiques ou non. En revanche, un système d'inspecteurs privés qui ne répond qu'aux personnes qui veulent savoir ce qui est sûr et qui n'a pas de pouvoir d'exécution n'est pas incité à interférer avec les activités des entreprises ou à inventer des sujets de plainte. Les entreprises pourraient volontairement demander des examens privés de leurs produits ou installations, comme le font déjà Underwriters Laboratories, UL, Consumer Reports et d'autres, afin de pouvoir présenter au public un avis impartial sur le degré de sécurité et de fiabilité de leurs produits. C'est ce que font de nombreuses entreprises aujourd'hui, en plus de devoir franchir tous les obstacles bureaucratiques que les gouvernements mettent sur leur chemin. Donc vous voyez à quel point, en tout cas selon ce que nous sommes en train de lire, ces gouvernements non seulement sont pour le moins inutiles, mais font notre malheur. Donc là, on est en train de parler, vous l'avez compris dans ce paragraphe, de la régulation des entreprises. Alors, où est-ce que nous en étions? De nombreuses autres questions pourraient être traitées de manière similaire et non autoritaire. Vous avez ce paragraphe à l'écran, deuxième paragraphe. Des inspecteurs privés déjà utilisés par de nombreuses sociétés immobilières seraient chargés de déterminer, pour le compte des acheteurs potentiels, le degré de sécurité et de solidité d'un bâtiment. Outre les inspecteurs privés, les restaurants pourraient simplement inviter les clients potentiels à examiner eux-mêmes leurs installations. Ça ne vous plairait pas de visiter les cuisines et arrière-cuisines de chaque restaurant et que ce soit un droit? Toutes ces actions seraient volontaires. Une entreprise pourrait choisir de ne pas autoriser d'inspection et les clients potentiels pourraient choisir de fréquenter ou non cette entreprise. Donc, ça ne serait pas un droit absolu et abusif, mais ça donnerait une plus-value, en tout cas aux restaurants qui vous autoriseraient l'accès à leurs arrière-cuisines. Et nul doute que ça deviendrait certainement un argument de vente. Donc, vous voyez, vous commencez en tout cas à entreapercevoir comment on peut aider une société à devenir vertueuse. Le fait que tant de choses soient considérées comme des problèmes à traiter par l'autorité, ce qui nous dépossède au passage de tout pouvoir, est un signe de paresse intellectuelle. Les clients veulent des produits de qualité et les entrepreneurs qui veulent réussir doivent fournir des produits de qualité. Il est donc dans l'intérêt des deux parties de pouvoir démontrer objectivement la qualité des produits proposés. Contrairement au stéréotype de l'homme d'affaires méchant, cupide et profiteur, la façon de devenir riche dans une société libre est de fournir des produits et des services qui profitent réellement aux clients. Presque tous les systèmes malhonnêtes qui sont rentables à long terme sont ceux qui sont créés ou approuvés de force par le gouvernement. Hein? On a du mal à résister à l'exemple de la voiture électrique, telle que l'escroquerie du système bancaire fractionnaire, l'escroquerie de la contrefaçon légale appelée politique monétaire, le racket des litiges et ainsi de suite. Et je ne doute pas que vous ayez plein d'exemples. Alors, il n'y a pas de retard chez le GOAD, c'est déjà un immense plaisir que tu sois là, parce que plus on est nombreux, évidemment, plus on nourrit le moral des uns et des autres. Et je vous rappelle qu'il est important que nous nous encouragions mutuellement, parce que les besoins humains, ils ne disparaissent pas du fait de passer de l'état d'enfance à l'état adulte. Chaque personne humaine devrait avoir le droit à recevoir, il me semble en tout cas, des encouragements. Alors, vous l'avez sous les yeux, le paragraphe suivant, à savoir, même sans gouvernement, il y aurait parfois des conflits graves.
Par exemple, supposons qu'une usine déverse des déchets toxiques dans une rivière. Exemple qu'on a trop souvent pu voir en Bretagne, tuant tous les poissons en aval sur la propriété d'autrui, ce qui constituerait une forme de violation de propriété et de destruction de biens. L'absence d'autorité n'empêcherait pas les victimes de faire quelque chose. En fait, elle pourrait leur faciliter la tâche. Au lieu d'intenter un procès devant un tribunal gouvernemental où le juge peut être soudoyé pour soutenir l'entreprise milliardaire, la réponse pourrait être plus efficace, même si elle semble moins civilisée. Les riverains peuvent faire quelque chose d'aussi simple que de dire au propriétaire de l'usine que s'il continue à laisser sa pollution se déverser sur leur propriété, ils détruiront physiquement son usine. Fin de paragraphe. Donc, vous voyez, ce paragraphe, important d'en retenir plusieurs mots et expressions. Si vous lisez le papier sol à sol chez vous, eh bien, n'hésitez pas à avoir un petit carnet autour de vous et puis à surligner sur le document imprimé tout ce qui vous plaît dans ce que vous lisez. Et puis, après chaque épisode de lecture, à reporter sur votre carnet ce que vous avez lu. Et croyez-moi, vous allez arriver à quelque chose d'incroyablement plus efficace dans votre argumentaire parce que nous sommes obligés, vous et moi, les amis, de nous armer progressivement avec des arguments bien rodés, tellement il y a des croyances bien enracinées, tellement l'endoctrinement de nos concitoyens est grand. Et croyez-moi, sans arguments, ça va être compliqué de semer ces graines qui sont susceptibles de grandir pour amener certaines personnes à changer d'avis sur la nécessité absolue telle qu'elle nous est présentée d'un gouvernement. Alors même sans gouvernement, il va sans dire, il y aurait parfois des conflits graves. Par exemple, supposons qu'une usine déverse des déchets toxiques dans une rivière. Là, je suis en train de vous relire le même paragraphe. Alors, passons au paragraphe suivant. Il est évident qu'il existe des moyens plus polis et plus pacifiques de résoudre le problème que de celui de faire ce qui était indiqué en fin du paragraphe précédent, à savoir détruire physiquement l'usine si son propriétaire ne veut pas obtempérer en cessant de polluer la rivière du voisin. Donc, il est évident qu'il existe des moyens plus polis et plus pacifiques de résoudre le problème, tels que le boycott ou la publication des actes répréhensibles. Quoi qu'il en soit, les citoyens peuvent créer un moyen de dissuasion efficace contre les comportements répréhensibles, en particulier lorsqu'il n'y a pas de gouvernement impliqué qui puisse être payé et corrompu. Alors, je n'ai pas fini le paragraphe, mais je vois au passage l'expression de juge indépendant. Ça serait le cas si ce juge ne dépendait pas d'un gouvernement. De nombreuses contributions aux campagnes électorales ne sont rien d'autre que des pots de vin versés aux régulateurs gouvernementaux pour qu'ils détournent leur regard. De même, les tribunaux gouvernementaux peuvent facilement trouver des raisons de rejeter presque n'importe quel procès, permettant ainsi aux criminels riches, ceux qui ont de vraies victimes, de prospérer. Vous voyez, le paragraphe est à cheval comme ça sur 2 pages, mais voilà l'intégralité du paragraphe que vous pouvez donc maintenant sous vos yeux, le paragraphe se terminant par on pourrait facilement trouver des raisons de rejeter presque n'importe quel procès, permettant ainsi aux criminels riches, ceux qui ont de vraies victimes, de prospérer. Vous voyez à quel point ce livre est riche en idées que nous pourrions, je l'espère, être tentés, vous, moi et d'autres, d'appliquer. Alors, on approche des 2 derniers paragraphes. Le cliché pour ce thème, et donc le thème, je vous remets sous les yeux histoire de faire une petite pause. On est toujours dans les mesures de dissuasion et d'incitation. Alors, on arrive à ce paragraphe concernant le cliché de l'homme d'affaires cupide et malfaisant. Alors, ce cliché, il omet souvent le fait que les crimes à grande échelle sont généralement commis avec la coopération de représentants du gouvernement. Inutile de vous citer des exemples récents. Je pense que vous savez à quoi je fais allusion. Sans la protection du gouvernement, même l'homme d'affaires le plus cupide et le plus cruel aurait tout intérêt à ne pas irriter ses clients au point qu'ils cessent d'acheter ses produits
ou qu'ils réagissent violemment contre lui. Fin de paragraphe dans lequel vous avez noté l'expression cliché de l'homme d'affaires cupide et malfaisant. C'est une peur que nous aurions si nous étions amenés à imaginer une société sans gouvernement. Et puis l'expression crime à grande échelle. Et on voit à quel point ces crimes à grande échelle ne sont souvent que possibles, précisément, et c'est un paradoxe pour ces sociétés malfaisantes, que grâce à l'aide des gouvernements qui, précisément, dans ce cas précis, viennent se retourner contre leur propre population. C'est dur à avaler, mais il vaut mieux voir la réalité en face que rester dans un monde d'illusions. Alors, dernier paragraphe, la plupart des gens, la plupart du temps, hésiteraient à recourir à la force, sachant qu'ils en porteraient seuls la responsabilité et les risques. Il y aurait une énorme incitation à régler les différends et les désaccords, expression à bien retenir, de manière pacifique et par accord mutuel. Vous avez compris que c'est en rapport avec le titre du paragraphe. Il y aurait une énorme incitation à régler les différends et les désaccords de manière pacifique et par accord mutuel. En revanche, lorsque la croyance en un gouvernement est prédominante, il n'y a pas d'incitation à régler les choses pacifiquement, car gagner la bataille politique ne présente aucun risque pour ceux qui prônent la violence par le biais du gouvernement. Sans une classe dirigeante auprès de laquelle pleurnicher, pour imposer par voie législative un programme central à tout le monde, les gens seraient obligés de traiter les uns avec les autres comme des adultes rationnels et non comme des enfants pleurnichards et irresponsables. Les gens seraient bien mieux servis par des tentatives de coopération et de compromis pacifiques que par des luttes pour savoir qui peut s'emparer de l'épée du gouvernement. Lorsque l'intimidation et l'agression ne seront plus reconnues comme des formes légitimes d'interaction humaine, les êtres humains apprendront par nécessité à jouer gentiment. Est-ce que ce n'est pas porteur de plein d'espoir et surtout magnifiquement réaliste, puisque la plupart des gens ne sont prêts à croire quelque chose que s'ils la trouvent, cette chose, réaliste. Vous voyez, donc on a largement développé le deuxième thème de cette émission du jeudi 24 août, mesures de dissuasion et d'incitation. Alors je vous invite bien évidemment à vous approprier autant que faire se peut ces textes et leur compréhension surtout. Le dernier paragraphe terminait par l'expression, par la phrase « Lorsque l'intimidation et l'agression ne seront plus reconnues comme des formes légitimes d'interaction humaine, les êtres humains apprendront par nécessité à jouer gentiment. » À jouer gentiment. Voilà, on va passer à l'anarchie en action. Alors, j'espère que vous êtes toujours là. Je vous invite à prendre quelques respirations profondes pour que nous mettions notre cerveau dans le meilleur état possible de réceptivité. On en est à 1h17 d'émission et il nous reste ce dernier thème à traiter qui représente 4 paragraphes. Alors, je vous encourage aussi à vous sentir fier de participer à une telle aventure, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas forcément, évidemment, très, très nombreux, c'est peu de le dire. Donc, regardez comme c'est intéressant, on arrive à l'anarchie en action. J'espère que vous êtes aussi curieux que moi de savoir de quoi il va retourner. Voyez, et donc cette anarchie en action, vous voyez qu'à côté il y a une petite flèche, je fais un petit rappel du fonctionnement du PDF, je clique dessus et vous voyez ça me ramène au sommaire. Et évidemment, si je dois passer près de 139 pages en revue avant de revenir à l'émission, je vais être un peu coincé, mais grâce à ce sommaire interactif, en cliquant sur le paragraphe de l'émission 17, l'anarchie en action, hop, je m'y retrouve à nouveau. J'espère que ça va vous donner envie de découvrir cette fonctionnalité de ce document en PDF que j'ai concocté avec soin et avec amour pour vous. Alors, l'anarchie en action. Alors que de nombreuses personnes redoutent l'idée de l'anarchie, la vérité est que presque tout le monde fait régulièrement l'expérience de l'anarchie. Donc, vous allez voir que c'est finalement
pas aussi nouveau, donc le pas à franchir n'est pas aussi grand que vous pourriez peut-être l'imaginer. Lorsque les gens font leurs courses alimentaires ou se promènent dans un centre commercial, ils voient les résultats d'une coopération mutuelle non autoritaire. Personne n'est forcé de produire les produits proposés, personne n'est forcé de vendre quoi que ce soit, et personne n'est forcé d'acheter quoi que ce soit. Chacun agit dans son propre intérêt et toutes les personnes impliquées, producteurs, vendeurs et acheteurs, profitent de l'arrangement. Tous les individus en profitent et la société en général en bénéficie sans qu'aucune coercition ou autorité ne soit impliquée. Il existe d'innombrables exemples d'événements et d'organisations mutuellement volontaires, coopératifs, pacifiques, efficaces et utiles qui n'impliquent pas de gouvernement. Pensez à tous les clubs sportifs locaux et bien d'autres choses encore. Néanmoins, bien qu'il existe une myriade d'exemples facilement accessibles montrant à quel point l'interaction anarchiste est efficace, pensez au nombre d'associations en France organisées et productives par rapport à la quasi-totalité des initiatives gouvernementales, les gens continuent d'imaginer que les êtres humains interagissant entre eux sur un pied d'égalité en permanence conduiraient au chaos et à la pagaille. J'aimerais bien savoir combien parmi vous se rendent compte à quel point la France vit en particulier grâce au maillage et au tissu associatif, quoi. Et parfois, ça se retourne contre nous parce qu'en fait, on peut dire que dans une grande mesure, ce tissu associatif prend en charge ce qui devrait être pris en charge par le gouvernement. Et je dois dire que ça arrange bien nos gouvernements successifs puisque finalement, ils nous prélèvent un max d'argent, sachant que ceux qui vont éponger, pour parler vulgairement, toutes leurs conneries, ça va être principalement les associations qui, avec tous ces gens de bonne volonté qui les composent, qui y participent, eh bien, vont venir corriger toutes les incuries de nos gouvernements. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça, les amis? Essayez simplement, si vous habitez en particulier une ville un petit peu grande, pour ma part, j'habite au moins partiellement à Brest, eh bien, allez faire un tour à la mairie et regardez combien d'associations vous pouvez trouver déclarées dans le secteur et quel énorme service public elles rendent, quoi. Alors certes, certaines peuvent toucher des prébendes de l'État, mais c'est de loin pas la grande majorité d'entre elles. Je connais aussi des associations d'apiculteurs qui donnent leur temps sans compter pour apprendre aux apiculteurs en herbe, et il y en a de plus en plus, eh bien, comment prendre soin des abeilles dans un monde qui leur est vraiment hostile. Je ne reviens pas sur les sujets des néocotinoïdes et bien d'autres, et des prédateurs tels que le frelon et le varroa, mais vous voyez que ce qui assainit considérablement la situation, c'est pas le gouvernement qui aurait dû voter depuis longtemps justement des lois de régulation de l'usage de néocotinoïdes ou mieux encore de leur interdiction, c'est véritablement les associations qui doivent prendre en charge tout cela en main. Alors, je connais un petit peu le monde de l'apiculture. Quand on voit à quel point on met des bâtons dans les roues des apiculteurs, il y a de quoi vraiment être révolté, parce que vous savez que pendant de nombreuses années, faute de quelconque aide, eh bien, pour aider les abeilles à rester en bonne santé, eh bien, ils ont dû trouver des traitements tels que celui à base d'acide oxalique. Eh bien, maintenant, ce même traitement, il est vendu par exemple sous forme d'apibioxal, évidemment beaucoup plus cher et avec des inconvénients tels que la caramélisation si vous voulez l'utiliser en sublimation. Alors, je vous donne tout ça pour vous faire sentir qu'on peut trouver les uns les autres de multiples exemples qui montrent que ce qui fait fonctionner notre pays France, eh bien, c'est en grande partie toutes les associations dans lesquelles beaucoup de gens, vous en êtes sans doute, donnent de leur temps sans compter et plus encore de leur argent. Alors, paragraphe suivant dans l'anarchie en action. Il me semble que les associations font partie de cette anarchie en action. Lorsque des voitures se croisent à un arrêt à 4 voies ou que des personnes se croisent sur le trottoir, c'est l'anarchie qui est en action. Des milliards de fois par jour, les gens prennent leur tour, laissent de la place aux autres, etc. Ça m'a encore arrivé ce matin, faisant mes courses dans un magasin. La personne qui me suivait, voyant que j'avais peu d'achat, m'a incité très fortement à passer avant elle. Donc, vous voyez qu'il y a certainement beaucoup plus d'entre nous
qui sont des gens serviables, bien disposés à l'égard des autres, que l'inverse. Parfois, les gens manquent d'égard, même dans ce cas, il est très rare qu'un conflit sérieux se produise, quelque chose de plus grave qu'un geste grossier ou qu'un mot de colère. Les conflits potentiels, qu'il s'agisse de choses très mineures ou d'affaires plus graves, se produisent des milliards de fois chaque jour et dans la grande majorité des cas, ils sont résolus sans violence et sans l'intervention d'une quelconque autorité. Alors pensez aussi à tous ces stages de communication non violente. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de contribuer sans le savoir, mais par des formes qu'on pourrait qualifier d'anarchie. Même pour des problèmes plus importants, les gens trouvent souvent des moyens de parvenir à des accords mutuels. Si les méthodes organisées et non gouvernementales de résolution des litiges, recours à des arbitres, enquêtes et négociations, peuvent résoudre pacifiquement des désaccords même importants, la plupart des conflits d'intérêts ne vont jamais aussi loin. La plupart des gens, la plupart du temps, font tout leur possible pour éviter ou régler rapidement les conflits potentiels avec les autres. Alors, est-ce que ça ne vous donne pas un espoir illimité, les amis, hein? Là, c'est ce deuxième paragraphe qui vise simplement à vous faire sentir progressivement qu'est-ce qu'on peut comment on peut, en quelque sorte, modifier la perception qu'en ont beaucoup d'entre nous de l'anarchie en action. Autrement dit, aider ceux à qui ce mot fait peur, parce qu'on leur a raconté je ne sais quelle sornette, à avoir une vision beaucoup plus positive du mot anarchie. Et on pourrait dire qu'il y a un parallèle assez rigolo avec tous ceux qu'on traite de complotistes, qui sont en fait des lanceurs d'alerte pour la plus grande partie d'entre eux et qui n'ont qu'un seul souci, c'est le respect d'autrui et le bien commun. Et quand on voit à quel point nos gouvernements veulent leur retirer la parole, les censurer et bien plus encore, on comprend qu'il y a une sorte de parallèle. Donc il va falloir que chacun d'entre nous retrousse ses manches pour aider son entourage à redécouvrir ce que c'est que l'anarchie en action. Alors, troisième paragraphe pour cette anarchie en action, eh bien, comme vous le voyez à l'écran, bien que certaines personnes considèrent ce genre de choses comme un indicateur de la bonté inhérente à l'humanité, il y a souvent un autre facteur à l'œuvre. La plupart des gens ne veulent tout simplement pas des tracas et du stress qui accompagnent les confrontations et ne veulent surtout pas des risques qui accompagnent les confrontations violentes. Nombreux sont ceux qui tendent l'autre joue, pas nécessairement parce qu'ils sont patients et aimants, mais simplement pour éviter d'être dérangés par des querelles futiles qui font perdre du temps. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui fait quelque chose de Dieu, et j'en fais partie, croyez-moi, le laissent passer parce qu'ils ont des choses plus importantes à se préoccuper. La plupart des gens ont une forte tendance à s'entendre, même si ce n'est que pour leur propre bénéfice. Et s'il n'y avait pas d'autorité à laquelle se référer, pas d'État géant où se réfugier pour pleurer, comme si nous étions des enfants allant pleurer dans le giron de leurs parents, les gens se comporteraient en adultes bien plus souvent qu'ils ne le font aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que toutes les divergences d'opinion se termineraient pacifiquement et équitablement sans autorité, mais la disponibilité du club géant du gouvernement est une tentation constante pour quiconque a de la rancune, veut faire du mal à quelqu'un d'autre ou veut obtenir une richesse imméritée par le biais d'un litige. S'il n'existait pas, moins de gens s'éterniseraient ou s'aggraveraient les désaccords ou les conflits. S'il n'existait pas ce gouvernement, moins de gens s'éterniseraient ou aggraveraient les désaccords ou les conflits, que ce soit par charité, par lâcheté ou simplement par désir d'éviter les maux de tête d'un conflit prolongé. De nombreuses personnes, même celles qui ont des griefs légitimes à l'encontre de quelqu'un d'autre, laissent simplement le passé derrière elles et reprennent leur vie. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce paragraphe que nous venons de lire, que je vous remets un instant sous les yeux, vous voyez, qui commence par que bien que certaines personnes considèrent ce genre de choses comme un indicateur de la bonté inhérente à l'humanité, il y a souvent un autre facteur à l'œuvre. Eh bien, je pense qu'on peut résumer dans le fait que cet autre facteur, c'est que nous sommes
peu nombreux, dites-moi si vous en faites partie, à aimer entretenir des conflits et que si nous estimons que le conflit n'en vaut pas la peine, on va tout simplement, une nouvelle fois, et je ne sais plus qui, César ou quelqu'un d'autre, va pouvoir replacer sa plaisanterie, mais on peut une nouvelle fois lâcher prise, quoi. Voilà, parce que tout simplement, on a peut-être chose plus importante à faire. Donc, vous voyez à quel point cette société de l'anarchie est prometteuse. Alors bon, ça sert à rien d'avoir des regrets, mais si je devais en avoir un, c'est sans doute de ne pas avoir lu ce livre plus tôt parce que il met des mots, il met un argumentaire que j'ai depuis longtemps en moi, mais que je ne savais sans doute pas formuler, en tout cas aussi bien que je le trouve formulé dans ce livre. Alors, respect, je vous rappelle le nom de l'auteur parce qu'on finit par l'oublier, emporté par le texte, qui est Larken Rose. Alors moi, je ne m'interdis pas, évidemment, et je vous encourage à faire de même, d'aller écouter ses dernières vidéos. Il a toujours des choses intéressantes à dire. Et évidemment, Larken Rose n'a jamais lâché son combat parce que ce livre, si on remonte, vous voyez, à son tout début, bah, vous devez avoir une date, je suppose, dans le copyright. Donc, je vais volontairement remonter en tête du document. Là, je suis dans le sommaire et vous voyez que tout en haut, il y a un petit avertissement copyright. Bah, vous voyez, copyright 2011. Donc, ce livre, bah, figurez-vous, les amis, qu'il a 12 ans. Est-ce que vous trouvez pas ça assez étonnant? Et ben, l'auteur, il est toujours sur son sujet, hein, 12 ans après. Alors, il nous reste, comme je vous le disais juste avant, un dernier paragraphe avant de nous quitter ce soir. Et merci pour vos commentaires. Merci Pascal de te manifester. Quel beau travail, merci. Le travail, il est possible que parce que vous êtes là, je m'en rappelle, je dois me le rappeler à chaque fois, nous ne sommes rien si nous sommes seuls dans notre coin, sans tenter de partager avec d'autres ce qui nous anime. Je ne sais pas si c'est un optimisme, c'est comme d'autres le disent d'ailleurs, j'ai entendu certains personnes s'exprimer ainsi, eh bien, je suis ni optimiste ni pessimiste. C'est-à-dire que je crois que j'ai toujours en tête cette phrase d'Emerson, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est très courte, hein. Emerson, qui est sans doute un philosophe, dit agissez et vous aurez la puissance. Agissez et vous aurez la puissance. Et outre ce livre que je suis en train de partager avec vous, un des livres que j'ai le plus travaillé dans ma vie, qui me semble va peut-être au-delà des intentions de l'auteur, mais enfin je ne suis pas dans sa tête, qui est un livre d'Anthony Robbins. J'ai beaucoup travaillé ce livre parce que son titre s'appelle Pouvoir illimité. Pouvoir illimité. Et je suis amené à supposer que pour moi comme pour vous, eh bien, beaucoup d'entre nous sous-estiment leur pouvoir. Et donc, vous rendez service évidemment à personne de sous-estimer votre pouvoir. Alors, ça nous renvoie à une autre phrase de Nelson Mandela, hein, que vous connaissez sans doute, mais dans laquelle il dit en substance que beaucoup d'êtres humains ont peur de leur propre lumière. Alors, si quelqu'un pouvait la retrouver, ça va peut-être être court d'ici la fin de l'émission, mais ça pourrait être quelque chose d'utile, à moins que je fasse une recherche rapide sur mon navigateur. Dites-moi si vous voulez la chercher. Je vais marquer ça dans mon navigateur, avoir peur de sa propre lumière, et on va voir si ça me conduit au bon endroit sans nous faire perdre le fil de l'émission. Avez-vous peur de briller? Alors, bon, alors voilà, évidemment, ça c'est un des intérêts quand c'est positif de l'Internet, si ça veut bien s'afficher en tout cas. Flûte alors, j'étais sur une bonne piste, mais elle n'a pas voulu s'afficher. Nelson Mandela, alors je pense que j'ai trouvé une alternative, voilà. Alors, je vous lis son texte, le connaissez-vous? Peur de notre propre lumière. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants, écoutez bien cela, au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait,
Qui êtes-vous pour ne pas l'être? Posez-vous la question. Vous êtes un enfant de Dieu, vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Alors ce texte est attribué, en tout cas selon la source où je suis, à Nelson Mandela et date de 1994. Il est extrait du discours lors de son intronisation à la présidence de la République d'Afrique du Sud. Et puis après, il y a au moins 2 commentaires. Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela, qui nous dit également: j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et puis un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Autre citation: être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Alors j'espère que vous trouvez ce texte inspirant. Et puis merci Martine de te manifester. C'est vrai que tu nous rappelles des grands moments avec Bonjour Bonheur. Alors il y a encore quelques émissions disponibles sur Internet et je vous donne le lien. Je pense que je dois l'avoir sous la main. Donc ces émissions ont fait l'objet de playlists. Alors c'est ce qu'on a réussi à récupérer tant bien que mal. Hélas, ces playlists ne sont pas complètes. Alors je m'aperçois que je n'ai pas précisé laquelle est celle de Bonjour Bonheur. Il faudra donc faire quelques clics avant d'y parvenir. Voilà la playlist. Alors elle est un peu longue de nos émissions précédentes. Je ne sais pas comment ça va vous arriver. Ça a coupé ça en 2 messages. Alors voilà, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Et voici le dernier paragraphe. Même en l'absence de tels exemples, il est tout à fait irrationnel de prétendre que les gens ne pourraient pas s'entendre sans gouvernement, alors que tout ce que fait le gouvernement, en recourant à la violence et à la menace de violence pour contrôler les gens, est exactement le contraire de s'entendre. L'idée que la coexistence pacifique nécessite l'agression et la coercition est logiquement ridicule. La seule chose que garantit l'intervention de l'autorité dans une situation, c'est qu'il n'y aura pas de résolution pacifique et non violente du problème. Lorsque quelqu'un décrit la société qu'il souhaite, il décrit presque toujours un état de non-violence, de coopération mutuelle et de tolérance. En d'autres termes, ce qu'il décrit est l'antithèse complète de la violence et de la coercition de l'autorité. Pourtant, après avoir été élevé dans l'idée que l'autorité est un élément vital et positif de la société, les gens essayent toujours de parvenir à la paix par la guerre. Vous connaissez l'adage, mais qui mérite d'être remis en question: si tu veux la paix, prépare la guerre. Du coup, pourtant, après avoir été élevé dans l'idée que l'autorité est un élément vital et positif de la société, les gens essayent toujours de parvenir à la paix par la guerre, à la coopération par la coercition, à la tolérance par l'intolérance et à l'humanité par la brutalité. Cette folie est le résultat direct de l'enseignement du respect et de l'obéissance à l'autorité. Fin de cette très belle émission du fait d'un texte riche de sens, de promesses. Et les amis, vous savez qu'il n'y a que ceux qui n'essayent jamais qui risquent pas de rater quelque chose en soi. Donc, c'est ma proposition pour nous toutes et pour nous tous. Voyons comment ça peut fonctionner pour nous. Et je suis sûr que vous y êtes sans doute déjà, sans même le savoir pour certains. C'est anarchie en action. Et puis, si vous étiez fâché avec ce terme ou si ce terme n'avait guère de sens pour vous, eh bien, vous avez de nombreuses occasions dans cet ouvrage, et merci à son auteur, de vous réconcilier
en tout cas avec l'anarchie. Alors, merci pour cette présence, Martine, qui nous a rejoints. C'est toujours agréable de revoir d'anciens auditeurs, d'anciens lecteurs ou plus encore. Et puis, j'espère que le son a été bon de bout en bout. J'espère que vous allez avoir envie de télécharger le livre. Donc, en fin d'émission, je vous rappelle son lien qui est valable jusqu'au 26 août. Donc, ne tardez pas à 23h17. C'est pas moi qui le veux, c'est la société entre guillemets qui met à disposition en fait le PDF pendant 3 jours. Et c'est bien comme ça parce qu'en fait, je vais le remettre à jour mardi prochain. Donc, mardi prochain, vous aurez le PDF complet. Il restera quelques petites annotations à rajouter, telles que les liens des 2 dernières émissions, que je n'aurai que lorsque je les aurai en fait déclarées. Alors pour l'instant, vous allez voir sous peu apparaître la prochaine émission qui, comme vous le voyez à l'écran, l'émission numéro 18, elle va avoir lieu mardi 29 août à 21h30 et on va aborder, je vous assure, des sujets passionnants, passionnants. Merci d'être avec nous, Bruno, super. Merci de nous adresser ce coucou qu'on te rend bien volontiers. Merci pour tout ce partage. Vous voyez que mardi prochain, à 21h30, hein, vous avez les horaires à l'écran, eh bien, on va parler, tous ceux qui sont parents, ça va vous concerner tout particulièrement, de l'éducation anti-autoritaire. On va évoquer un thème qui, sans l'avoir pour l'instant encore préparé, me fait pas sens tout de suite, mais on va voir ce que veut dire l'auteur, qui s'appelle À mi-chemin. Et puis, je suis sûr que si vous êtes là, c'est parce que vous avez tous et toutes le sens de la justice. Alors, plutôt que de nous plaindre à longueur d'année de toutes ces injustices criantes qu'on peut voir autour de nous, eh bien, je crois qu'il faut découvrir un autre chemin. Si celui de la justice était vers la droite ou vers la gauche, c'est comme vous le voulez, eh bien, il va falloir prendre l'autre chemin, peut-être encore trop peu défriché, mais qui s'appelle le chemin vers la justice. Les amis, encore merci pour votre présence ce soir. Souvenez-vous que notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, que la semaine prochaine, il est encore temps de se joindre à nous, mais qu'après, il ne faudra pas le regretter parce que vous aurez toujours les émissions en replay, mais vous n'aurez plus cette merveilleuse possibilité que vous nous offrez en étant là ce soir d'interaction au moment de la lecture. Je vous laisse en compagnie d'un indicatif ou en tout cas d'une bande sonore qu'on avait mis au point du temps des Gilets jaunes. Donc c'est un clin d'œil à tous ceux qui ont osé sortir tous les samedis, qui ont osé braver tous ceux qui pensaient que ça ne servait à rien, tous ceux qui ont voulu les faire passer pour des casseurs et bien d'autres choses encore, tous ceux qui ont voulu les faire passer pour des extrémistes, tous ceux qui ont voulu les faire passer pour des idéalistes, et j'en oublie certainement dans cette liste fort longue dont nous ont abreuvé les grands médias que nous qualifions maintenant, comme chacun le sait, de médias de grand chemin, avec le parallèle comme les bandits de grand chemin. À toutes et à tous, excellent week-end à venir. Rendez-vous mardi soir, donc comme vous le voyez à l'écran, 29 août, pour entamer notre dernière semaine qui se terminera, comme vous le voyez, jeudi 31 août. À tout bientôt les amis, passez une excellente soirée et merci d'avoir été parmi nous ce soir. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.